Bienvenue, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Santé Mag, un numéro spécial en rapport avec l'actualité. Nous en parlions déjà il y a quelques temps. L'Algérie s'apprête à rouvrir partiellement ses frontières maritimes et aériennes. 6 vols hebdomadaires seront assurés par la compagnie nationale Air Algérie à compter du 1er juin prochain, de et vers la France, la Tunisie, la Turquie et l'Espagne. Ces précisions ont été communiquées par les services du Premier ministre. Naturellement, une batterie de mesures doit accompagner cette ouverture partielle des frontières, notamment un test PCR datant de moins plutôt de 36 heures et un confinement sanitaire obligatoire auquel doit se soumettre chaque passager à l'arrivée sur le territoire national. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir ce soir le professeur Idir Bitam. Vous êtes expert dans les maladies transmissibles et tropicales. Vous êtes également président du conseil scientifique de la SARM, la Société algérienne de la recherche médicale. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. On répondra également sur vos questions postées sur la page Facebook qui sont en rapport avec la situation sanitaire, les variants et la vaccination anti-Covid. Professeur Bitam, je vais rappeler en gros les mesures qui vont accompagner la réouverture partielle des frontières qui ont été arrêtées, comme je le disais à l'instant, par les services du Premier ministre au terme donc, de consultation avec le comité scientifique et sur instruction du président de la République. Il a été convenu que le voyageur doit être détenteur du résultat négatif d'un test PCR datant de moins de 36 heures, s'acquitter préalablement des frais du confinement sanitaire obligatoire pour tout passager à l'arrivée, ainsi que des frais donc, de test de dépistage du Covid-19. Le communiqué précise que les frais de séjour dans les sites d'hébergement sont à charge exclusive du passager. Alors comment qualifier finalement ces mesures suffisantes, insuffisantes ou exagérées? Oui, bon, effectivement, c'est suffisante comme mesure, mais il faut savoir que j'ai eu beaucoup de retours de la diaspora algérienne qui sont à l'étranger et qui maintenant, pratiquement, sont en train de réfléchir à plusieurs reprises. Est-ce que réellement ils viennent ou non? Parce qu'en fait, c'est des conditions qui sont assez drastiques. Oui. C'est assez difficile quand même de faire passer des gens, quel que soit leur résultat de PCR positif ou négatif. Bon, bien sûr, c'est négatif. Si c'était positif, ils ne vont pas venir. Donc là, quel que soit le résultat de PCR, donc ils seront confinés pendant 5 jours à leurs frais au niveau des hôtels que l'État algérien a choisi. Ce n'est même pas le choix du voyageur. Oui. Là, ça devient vraiment... On n'a pas encore d'idée sur les hôtels qui vont être choisis par, voilà, par l'État. Mais après, bien sûr, il faut savoir qu'après le confinement, il y a un test qui sera effectué pour voir effectivement est-ce qu'il y a positif ou négatif. Si c'est positif, bien sûr, la personne va sortir, donc va rejoindre sa famille. Si c'est négatif, donc il y a un deuxième confinement de 5 jours et un deuxième test qui sera effectué après le confinement. Oui, justement, vous en parliez à l'instant, vous disiez qu'il y a beaucoup de réactions de la part de la diaspora ou de nos ressortissants à l'étranger, notamment sur les réseaux sociaux, notamment sur le point du confinement. Alors 5 jours pour tous les passagers, malgré une RT-PCR négative. Alors est-ce qu'il y a une explication scientifique à cette mesure ? Oui, bon, l'explication scientifique, c'est le cas. Donc, on a eu un exemple, malheureusement, un exemple qui nous sommes en train de payer au jour d'aujourd'hui. C'est le cas de l'hindou qui est rentré, donc l'Indien qui est rentré avec un test PCR négatif et qui a vraiment maintenant disséminé carrément la souche au niveau des Algériens. Donc là, pratiquement, on a à peu près moyen entre 15 et 20 variants anglais par semaine. Donc là, c'est quand même assez inquiétant. Il faut savoir que c'est un variant qui est assez quand même très propagateur. Donc il y a une propagation qui est assez rapide d'un malade à un autre, et ce qui fait qu'effectivement on doit se protéger, on doit aussi se prémunir contre de nouveaux variants venus par des voyageurs. C'est la raison pour laquelle ces mesures ont été prises. Vraiment, c'est vrai, c'est des mesures qui sont assez drastiques, assez difficiles, sévères, mais là ça va éviter, c'est pas à 100%, mais au moins à 98% d'importation des nouveaux variants. Oui, mais justement, vous parlez du cas de l'Indien en particulier. Alors, après justement cette erreur, j'ai envie de dire, qui a eu lieu au niveau du contrôle des frontières, le comité scientifique avait suggéré justement la possibilité de faire un test antigénique. Alors, pourquoi on n'a pas retenu cette proposition au lieu de penser à un confinement d'emblée? Tout à fait. Voilà. Donc, il faut savoir qu'initialement, c'était prévu
qu'on fasse un deuxième test PCR, pas antigénique. Ça, c'était votre proposition. Oui, hein. oui, donc test PCR. Pourquoi test PCR? Parce que PCR, on dit qu'elle est plus sensible et elle peut détecter jusqu'à 12 heures après l'infection. Donc 12 heures, c'est largement suffisant par rapport à un voyageur qui était en contact avec des cas positifs. En France ou Espagne, ou bon, ça dépend des pays d'origine. Donc effectivement, lorsqu'ils viennent au territoire algérien, donc là, avant de passer à la PAF, on peut leur faire un test PCR, mais là, effectivement, il y a toute une étude qui a été faite ces derniers jours par rapport à quelques laboratoires sur la gestion des prélèvements, la gestion des résultats et le rendu des résultats à un temps extrêmement record. Donc on peut dire en 2h30, un laboratoire peut effectuer jusqu'à 200 prélèvements, c'est l'équivalent d'un avion. Donc il peut contenir à peu près entre 200 et 250 voyageurs. Donc là, si on rend un résultat en 2h30 de temps, PCR bien sûr, et là il peut avoir un résultat au niveau avec le passeport, et il passe directement au niveau de la PAF. Il y a aussi la sécurité. C'est quoi la sécurité? C'est que les laboratoires maintenant sont dotés d'une plateforme informatique avec un code à barre, c'est-à-dire même si on arrive à trafiquer les résultats, on ne peut pas trafiquer le code à barre. Et au niveau de la PAF, donc les douaniers, donc ils sont dotés d'un lecteur code à barre. Donc en lisant le code à barre, ils peuvent vérifier effectivement s'il s'agit du même nom, il s'agit du même prénom, il s'agit de la même personne. C'est-à-dire on ne peut pas falsifier. Et il y a même exactement les résultats du laboratoire. C'est ça l'avantage. C'est-à-dire le point de vue falsification, ça c'est impossible. C'est impossible. Et voilà, donc là ça permet, c'est beaucoup moins coûteux. Donc faire un test de PCR, c'est moins cher que de faire 5 jours d'hôtel. Et c'est quand même, c'est stressant de rester 5 jours dans un hôtel alors qu'on est resté 1 an et demi sans voir nos familles. Vous voyez, donc je me mets à leur place. Donc là, effectivement, c'est un peu choquant par rapport à la réception de cette décision qui est venue d'une manière assez rapide et assez... voilà. Oui. Alors, pour le moment, les vols se feront de et vers les aéroports d'Alger, Oran et Constantine. Est-ce que vous disposez donc de détails aujourd'hui sur l'application des mesures? Est-ce que c'est entre plusieurs secteurs? Est-ce qu'il y aura des contrôles sanitaires sur place? Comment ça va se passer techniquement, l'opération? Dites-nous un peu. Maintenant, avec les nouvelles décisions d'hier, il n'y a pas vraiment grand-chose à faire. C'est-à-dire, maintenant, le passager va rentrer directement, donc il sera accompagné directement au niveau de l'hôtel. Hein. Donc, il va rester séjourner pendant 5 jours. Après 5 jours, il y aura des laboratoires qui vont rentrer, donc qui seront au niveau de ces hôtels pour faire les tests antigéniques. Et bien sûr, le test antigénique, il faut avoir des symptômes pour que le test antigénique soit positif. Il y a quelqu'un qui est asymptomatique, le test antigénique sort rarement positif. Je ne suis pas dîné à 100%, mais rarement positif. Donc en général, c'est les 2e jusqu'à 5 voire 7e jours de l'infection, de début de symptômes, où les tests antigéniques sont efficaces, mais après sont inefficaces. Ça peut donner des faux négatifs, comme ça peut donner un faux positif aussi. Donc vous voyez, d'un point de vue efficacité, de la sensibilité, de la spécificité du test, il n'y a pas mieux que les tests PCR. Oui. Voilà. Ça, on le dit en tout cas depuis le début de la crise, professeur Bittam. Alors, vous en parliez tout à l'heure, nous avons commis une erreur par le passé au niveau du contrôle aux frontières, notamment l'histoire du ressortissant indien qui est un peu à l'origine de la diffusion du variant indien. Est-ce qu'aujourd'hui on est dans l'efficience? Est-ce qu'on peut être dans l'efficience et éviter ce genre d'erreur justement? Oui, maintenant avec ces nouvelles conditions bien sûr de confinement de 5 jours, etc., effectivement on a plus de 98% de chances de ne pas recevoir de nouveaux variants de l'étranger. Ça c'est très bien. Mais ceci, donc il y a toujours des fuites, il y a toujours des brèches. Comme ça peut arriver. Donc ces brèches-là, effectivement, donc on peut aussi si on fait des tests PCR à la place des tests antigéniques, pratiquement on sera à 100% d'assurance d'avoir aucune introduction du variant chez les Algériens. C'est-à-dire, même s'il y a des cas positifs qui sortent positifs après 5 jours de confinement, donc on garde le 2e confinement et le malade, il est confiné, c'est-à-dire il n'est pas en contact avec d'autres Algériens. Donc c'est ça l'avantage. Donc là, pratiquement, on peut cerner le problème et bien sûr réduire au maximum
donc la transmissibilité vers l'extérieur. Oui, en tout cas, il faut dire que ces mesures sont adaptables en fonction de l'évolution de la situation. Aujourd'hui, on parle de tests antigéniques, on ne sait pas, d'ici quelques temps, peut-être que ça va changer. Tout à fait. Oui, alors elles sont adaptables en fonction de l'évolution de la situation pandémique. Comment vous l'évaluez aujourd'hui, la situation, professeur Bitam? Pour la situation actuelle, par rapport aux tests déjà, par rapport aux tests, effectivement, on a remarqué, parce que les chiffres qu'on nous donne maintenant, qu'on a maintenant, c'est des tests qui sont exclusivement PCR. C'est-à-dire que maintenant, le malade ou la personne qui suspecte être infectée, parce qu'elle était en contact avec un malade, etc., ne font jamais, rarement, très rarement des tests PCR. Ils font des tests antigéniques. C'est moins coûteux, c'est rapide. Oui. D'accord ? Donc là, effectivement, lorsqu'on fait une statistique, on trouvera plus de personnes qui ont fait des tests antigéniques que des personnes qui ont fait des tests PCR. Et les positivités qui sont des tests positifs en antigénique ne sont pas déclarées. Donc pratiquement le chiffre qu'on a, c'est un chiffre qui est appelé à être multiplié si on prend en considération les tests antigéniques ou bien carrément le scanner. Vous voyez ? Sans compter les gens qui ne se font même pas ausculter, donc ils font ce qu'on appelle l'automédication. C'est assez dangereux quand même, mais pratiquement, on peut dire 25% de la population algérienne s'auto-traite. Oui. Ça, c'est très très dangereux. D'un côté, c'est dangereux, d'un autre côté, ça sauve. Bon, c'est question de chance, ils ont eu de la chance et tout. Donc ça a vraiment permis de bien gérer le Covid au niveau de leur organisme. À force de prendre du zinc, à force de prendre du vitamine C, la vitamine D, etc. Ouais, donc là, ça permet effectivement d'avoir une population qui est plus ou moins protégée. Oui. D'accord, mais il faut toujours avoir l'avis d'un médecin. Il ne faut pas s'automédiquer. Avant de faire cette émission, on a parlé aussi d'un facteur génétique qui a protégé un peu la population algérienne, vous le confirmez? Oui, tout à fait, parce qu'on a remarqué effectivement à chaque introduction un nouveau variant, donc il fait des dégâts effectivement, donc il fait beaucoup de malades, il faut la propagation, il fait beaucoup de dissémination assez rapide. C'est ça la virulence. La virulence, c'est le fait qu'il y ait une dissémination du virus d'une manière assez rapide. Après, on a remarqué au bout de 20 jours après l'introduction, ça fléchit, donc ça donne un virus qui est plus ou moins virulent, donc il devient pratiquement avirulent. C'est quoi un virus avirulent? C'est un virus qui est déchargé de multiplication, il n'y a plus de réplication. La réplication virale va baisser et ça va donner effectivement l'équivalent d'un vaccin, c'est-à-dire un virus atténué. Donc c'est quoi un virus atténué? C'est un virus qui ne va pas se multiplier d'une manière vertigineuse, d'une manière exponentielle, il va se multiplier d'une manière très très faible. Donc cette multiplication faible fait que effectivement c'est l'équivalent d'un vaccin et c'est ce qu'on a pratiquement chaque 20-30 jours d'une introduction d'un variant qui est extrêmement virulent. Donc il devient avirulent et ça adoucit un peu voilà, donc quels sont les facteurs? Effectivement, il y a des facteurs, mais on n'a pas encore d'études sur ça. C'est ça le rôle des chercheurs, c'est de trouver quels sont les facteurs génétiques en Algérie, pas seulement en Algérie, en Afrique surtout, qui fait qu'à chaque introduction d'un variant qui est virulent, donc il baisse sa virulence et on l'adoucit. Oui. Ce qui s'est passé l'année dernière, donc on a fait même une étude avec l'IHU Méditerranée Infection, avec le professeur Didier Raoult. Donc on a fait une étude de comparatif entre Marseille, Alger et Sénégal. Donc ces trois pays, donc on a récupéré des souches. Donc c'est des souches bien sûr du Covid où on a les CT. Donc les CT, c'est-à-dire on a la charge approximative virale très très élevée pour permettre de séquencer. Il faut savoir qu'une charge virale qui est faible, c'est-à-dire lorsqu'on voit un résultat, on vous donne un résultat positif ou négatif, mais en réalité, au niveau de laboratoire, on peut distinguer un virus, un prélèvement nasopharyngé hyper positif ou faiblement positif ou moyennement positif. Oui. Ça, c'est ce qu'on appelle une charge virale. Là, on peut la détecter, on peut l'estimer. C'est pas intéressant par rapport au malade. Le malade, on leur dit, voilà, positif ou négatif. Mais par contre, nous, au niveau de laboratoire, lorsqu'on veut développer de la recherche et plus on veut approfondir un peu nos résultats, on choisit des CT les plus bas. Un CT plus bas, c'est-à-dire une charge virale, parce que c'est relatif. Un CT plus bas, c'est une charge virale très très élevée. C'est inversement proportionnel. Et c'est là, effectivement, on a choisi une cinquantaine, à Alger seulement, sur 50. Prélèvement nasopharyngé inférieur à 50, inférieur
à 20, c'est-à-dire inférieur à 20, on peut parler de centaines de milliers de copies par 1 ml de milieu de transport. Oui. C'est assez élevé. Donc là, on peut dire effectivement on est devant un variant qui est assez dangereux. Oui. Et là, on les a séquencés au niveau de Marseille. Donc on a pris les 3 poules, donc Alger, Sénégal et Marseille. Et on a vu effectivement qu'il y a une ressemblance flagrante. Donc pratiquement, c'est la même souche qui circule dans ces régions. Et là, c'est dû à quoi? Effectivement, parce que c'est l'introduction, effectivement, c'est au mois de mars 2020. Donc, c'est les premiers variants qui sont rentrés, donc qui sont venus par la France. Oui. Donc là, effectivement, ils ont remarqué qu'on a adouci la souche française. Et lorsque les immigrés sont repartis en France, ils ont repris avec eux asymptomatiquement le variant algérien. Donc, c'était le variant français qui est transformé en variant algérien. Donc, on n'en a pas beaucoup parlé du variant algérien, finalement. Oui. Tout à fait. Donc là, pourquoi on n'en a pas parlé? Parce qu'on n'avait pas les moyens de séquencer. Oui, on n'a pas séquencé. Même, il n'y a que l'Institut Pasteur qui séquence, c'est très très insuffisant. On ne peut pas prendre en charge tous les variants qui circulent. Donc c'est pour ça maintenant, effectivement, il y a des fournisseurs que je remercie vraiment. Donc ils ont développé des PCR avec des centres spécifiques, c'est-à-dire on fait PCR de la même manière, avec les mêmes programmes, avec les mêmes types de prélèvements. C'est-à-dire des PCR qui nous permettent de savoir quel variant... Non seulement il vous dit que c'est positif, mais il permet ce qu'on appelle PCR multiplex, qui permet aussi de détecter les variants, notamment le variant indien, le variant nigérian, les variants qui sont anglais. En circulation aujourd'hui en Algérie. Justement, vous me tendez la perche. L'Algérie fait face à la menace des variants. On parle beaucoup du variant, on a beaucoup parlé du variant indien parce que c'est le dernier il y a quelques semaines depuis qu'on l'a détecté. Et puis il y a aussi le variant anglais, c'est celui qui fait le plus peur aujourd'hui parce qu'on dit voilà, qu'il a une très forte capacité de multiplication. Oui, mais ce qui fait peur avec le variant anglais, c'est qu'il touche les enfants, contrairement aux autres variants. Oui. Donc c'est pour ça, c'est ça la nouveauté. Et d'ailleurs, on a eu un bébé de 11 mois à Betna qui est décédé. Donc là, ça commence à devenir plus sérieux. Ça change finalement, parce qu'on a dit jusqu'ici que les enfants ont été quand même protégés de la Covid. Vraisemblablement, ce n'est plus le cas. Exactement. Donc là, effectivement, cette variabilité au niveau de la protéine spike du virus donc, fait qu'il devient plus virulent et plus... la virulence par rapport à un virus, il n'y a pas que sa capacité de se multiplier d'une manière exponentielle, mais il y a aussi sa capacité de se fixer sur n'importe quel organe. Ah, d'accord, donc normalement c'est un virus respiratoire. Un virus respiratoire, logiquement, c'est les poumons. Oui. D'accord, mais là non. Donc ça touche les poumons, ça touche les intestins, ça touche tous les organes et même le système nerveux central. Donc c'est énorme. Donc vous voyez, donc cette capacité de se fixer sur n'importe quel organe fait qu'il devient très très virulent et très dangereux. Et là, si ça touche les enfants, comme vous voyez ici, surtout les bébés c'est quand même on ne peut pas ne pas toucher un bébé, c'est terrible. En fait. Donc là, surtout, et là, le fait de le toucher, le fait donc d'être très proche de ce malade, parce qu'il est covidé, donc là, il y a une propagation qui se fait de manière importante. Oui. On a remarqué aussi qu'effectivement, il y a ce qu'on appelle un cluster familial. Donc ce cluster-là fait qu'effectivement, ce virus, lorsqu'il est rentré au niveau de la famille, donc un jeune qui rentre avec même asymptomatique. C'est toute la famille qui est C'est toute la famille, c'est ça la nouveauté. Avant, on n'avait que 3 ou 4 membres de la famille de 10 ou de 8 qui sont infectés, mais là, pratiquement 100%. Oui. Donc là, c'est la vitesse de propagation qui est plus rapide, contrairement à ce qui s'est passé l'année dernière. Professeur Bitam, vous dites donc que les nouveaux variants se propagent très rapidement, puisque voilà, c'est ce que vous venez de dire par rapport au cluster familial. Vous avez parlé aussi de la possibilité aussi qu'il soit plus grave par rapport aux enfants. Oui. Mais est-ce qu'il y a effectivement aujourd'hui une corrélation entre les nouveaux variants et la létalité? Parce qu'on a l'impression quand même quand on regarde que le nombre des infections a augmenté effectivement, mais est-ce que le nombre des décès a augmenté? Non, pour l'instant, alhamdoulilah. On remercie le bon Dieu. Effectivement, on a remarqué une certaine stabilité par rapport au nombre de décès. Et ça, c'est depuis l'année dernière. Donc, ça c'est depuis des mois, effectivement. Oui. Mais là, on a remarqué une légère augmentation. Avant, c'était 4, 5, 3, si vous vous rappelez, en mois d'octobre, novembre, décembre, même s'il y avait des pics de 1070 cas. Mais on a eu une stabilité du nombre de décès. Là, on a remarqué une certaine augmentation. Donc, 9, 8, quand même, c'est assez important par rapport à l'habitude. Mais effectivement, dans ce qu'on a remarqué aussi, qu'effectivement, il y a ce fameux marqueur, facteur génétique qui fait que nous, on fait adoucir le virus. Donc là, c'est une étude urgente. Il faut qu'on fasse cette étude
pour voir quels sont les facteurs. Est-ce que c'est qui devrait la faire, c'est la recherche. Donc, il y a des laboratoires, je suis désolé, il y a ce qu'on appelle, il y a la Direction générale de la recherche scientifique, développement des technologies qui a déboursé un argent faramineux pour le développement de la recherche et le développement technologique en Algérie. Donc là, effectivement, il faut maintenant créer des centres de recherche dédiés à l'évolution pas seulement par rapport au Covid, par rapport à toutes les maladies à transmission, notamment les maladies vectorielles, les maladies hydriques, les intoxications, ce qu'on appelle les toxi-infections. Bien sûr, on parle aussi du Covid, on parle des maladies respiratoires, etc. Donc là, effectivement, il faut trouver un moyen, parce qu'en fait, l'Institut Pasteur, il fait le diagnostic, il fait le développement. Donc maintenant, il faut trouver un autre centre en parallèle. Bien sûr qu'il faut qu'on travaille ensemble. Donc la recherche scientifique doit travailler en collaboration directe avec l'Institut Pasteur, qui représente le ministère de la Santé. Il y a la représentante de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique. Là, il faut qu'il y ait ce qui se passe partout dans le monde. Donc le terme, ce qu'on appelle un pseudo-monopole, ne doit pas exister dans le domaine de la recherche. C'est pour ça qu'il faut maintenant qu'on change de configuration, qu'on change de pensée. Il faut qu'on ait ce qu'on appelle la multidisciplinarité. D'accord. Avant, on dit qu'il n'y a que les médecins qui doivent parler de ça, il n'y a que les pharmaciens qui doivent parler de ça, il n'y a que les agronomes qui doivent parler de ça. Non, je suis désolé. Maintenant, c'est la multidisciplinarité. Chaque personne doit intervenir en fonction de ses compétences. Vous faites partie de la SARM, hein, vous êtes président du conseil justement de la Société algérienne de la recherche, médicale de la recherche. Est-ce que vous, au sein justement de cette société savante, vous êtes un groupe de chercheurs, est-ce que vous ne pouvez pas former un noyau et justement agir sur ce genre de comportement? Exactement. Donc je profite de l'occasion, effectivement, donc au nom de la Société algérienne de recherche médicale. Donc là, il faut savoir que c'est la première fois à l'échelle nord-africaine, c'est nouveau ça, on a créé une société multidisciplinaire. Donc il y a des cardiologues, il y a ce qu'on appelle la médecine clinique, il y a la médecine fondamentale, il y a de la fondamentale pure et dure, comme il y a aussi les vétérinaires. Donc pratiquement, il y a une multidisciplinarité qui fait qu'on l'a dans le domaine de la recherche scientifique. Lorsqu'il y a un problème, par exemple, je vous donne un exemple très bien. Vous savez que le cœur d'un porc est identique, il ressemble pratiquement à 100% du corps humain. Lorsque, point de vue éthique, on ne peut pas utiliser l'homme comme expérience. Donc là, on est obligé d'utiliser un cœur animal, d'accord, pour faire l'expérimentation, lorsqu'on veut faire un traitement en particulier, on veut sauver des vies, etc. Et là, effectivement, si on n'a pas des vétérinaires compétents, on ne peut pas utiliser les animaux pour l'expérimentation animale. Surtout les gros animaux. Vous voyez, donc là, ça donne des idées. On parle aussi des zoonoses, des maladies animales qui se transmettent à l'homme, notamment la brucellose, la leptospirose, la leishmaniose, etc. Donc il y a pas mal de maladies où ça nécessite effectivement l'intervention de plusieurs spécialistes, cliniciens, fondamentalistes et... Voilà. Professeur Bitam, il y a beaucoup de questions aussi sur la page de l'émission qui reviennent sur la vaccination. Hein. Vous savez, l'Algérie a lancé sa vaccination depuis le mois de janvier, une vaccination qui n'atteint pas encore sa vitesse de croisière. On a eu quelque chose comme 800 000 doses. On attend un nouveau lot d'ici la fin mai en cours, donc à peu près 1 million de doses sont attendues. On a un problème de disponibilité certainement avec le nombre de doses, mais il y a aussi un problème de réticence aujourd'hui. Alors il y a des questions qui disent quelle est la différence entre les vaccins et comment choisir son vaccin. Vous savez très bien avec tout ce qui se passe par rapport justement au vaccin AstraZeneca pour lequel on a parlé beaucoup de problèmes de thrombose notamment et de décès. Oui, tout à fait. Bon, maintenant il faut savoir quel est le but, pourquoi je veux me faire vacciner. D'accord. Il y a des gens qui veulent se faire vacciner pour avoir une certaine liberté. Il faut savoir que le vaccin ne donne pas de liberté, contrairement à ce qu'on voit dans les pubs, les chaînes françaises. Donc là, c'est pour sensibiliser les gens à se faire vacciner. Mais en réalité, on se fait vacciner... On demande toujours une PCR, même pour les déplacements. Bien sûr. Maintenant, il y a aussi le pass vaccinal. Le pass vaccinal, pour l'instant, n'est pas en actualité, mais ça peut venir. Donc là, il faut savoir pourquoi on veut se faire vacciner. Maintenant, si on veut se faire vacciner pour voyager, il faut savoir que maintenant, le comité européen n'a pas, pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, n'a pas retenu le vaccin ni Sputnik, ni Sinopharm, c'est-à-dire le chinois.
Donc les deux ne sont pas valables. Le seul qui est valable pour l'instant par rapport à ce qu'on a comme disponibilité, c'est l'AstraZeneca. Après, maintenant, par rapport aux complications de l'AstraZeneca par rapport aux autres vaccins, il faut être réaliste. Quelqu'un qui est scientifique, même pas scientifique, il suffit d'avoir un téléphone, on fait une étape mathématique. Oui. Sur 23 millions de Français, il n'y a que 30 cas de thrombose. Vous voyez à peu près le pourcentage, c'est extrêmement faible. C'est vrai qu'il y a des mortalités, mais lorsqu'on fait un pourcentage, c'est très 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 faible. Donc là, on l'a déjà dit, il y a plusieurs personnes qui l'ont dit. Il n'y a pas de différence entre les vaccins, parce que c'est ça en fait la question. Je le dis depuis le début, c'est les 5 types de vaccins qui existent à l'échelle mondiale sont tous efficaces. Et il n'y a pas grand danger. Le vaccin ne tue pas. Ce qui tue, effectivement, c'est les conséquences. Oui. Alors, pour rester justement sur les vaccins, Pfizer aussi qui a commencé récemment à faire vacciner des enfants de 12 à 15 ans. Et on a remarqué des problèmes justement d'inflammation du muscle cardiaque. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus aussi ? Oui, ben après, bien sûr, chaque vaccin a ses constituants. Peut-être c'est l'un des constituants du vaccin. Après, ça dépend aussi de la charge qu'on met à l'intérieur des vaccins. Donc, par exemple, Pfizer c'est de l'ARN messager. Donc, l'ARN messager, effectivement, on ne connaît pas bien cette technologie. C'est très, très nouveau, c'est récent et c'est rapide. De manière comment ils l'ont construit, comment ils l'ont mis sur le marché, ils l'ont fait d'une manière extrêmement rapide. Donc, il n'y a pas eu assez de recul pour vraiment parler de la sécurité vaccinale par rapport à ce type de technologie. Effectivement, donc on ne connaît pas, ça c'est les séquelles. Il faut savoir que l'ARN messager va rentrer dans le noyau de la cellule humaine. Ça c'est assez quand même, c'est très récent, c'est très nouveau, on n'a jamais eu cette technologie-là par rapport au vaccin. Ça a été fait par rapport à ce qu'on appelle le traitement génomique, il n'y a pas de problème, ça se fait. Mais point de vue vaccinal, c'est la première fois. Et là, effectivement, donner un ordre à la cellule de produire une protéine qui ressemble à la protéine Spike au niveau de la surface de la protéine humaine. Là, après, bon, les conséquences, on ne sait pas. Donc, j'ai lu quelques articles, effectivement, qui parlent d'une semaine. Donc, au bout d'une semaine, l'ARN messager va disparaître. Mais les cellules humaines vont développer les protéines Spike qui sont reconnues par les lymphocytes pour développer des anticorps. Il y a ce qu'on appelle les lymphocytes mémoire qui vont garder la forme des anticorps jusqu'à, je ne sais pas, 3, 6, voire une année après l'introduction du vaccin. Alors, il y a une autre question aussi sur l'interchangeabilité des vaccins. Est-ce qu'on peut avoir, par exemple, une dose de Sputnik et avoir la deuxième dose avec le Sinopharm ou un autre vaccin ? Oui, bon, le problème qui va se poser, ce n'est pas le fait qu'on a interchangé le vaccin. C'est déjà arrivé. Oui, oui, mais après, c'est selon la disponibilité. Si l'Algérie, par exemple, a importé le Sinopharm, il a épuisé le stock, ensuite arrivé à la deuxième dose, qu'on appelle et il n'y a pas assez il n'y a pas du tout. Donc, on a ramené, par exemple, Sputnik, donc on n'a pas le choix, donc on fait ça. Mais le plus important, c'est ça, c'est le rappel qui est très important. Parce que si on ne fait pas le rappel, au bout de 21 jours de la première dose, on va remarquer une baisse des anticorps. Et si on ne fait pas un rappel, quel que soit le type de vaccin, parce que le plus important, il faut qu'il y ait une stimulation du système immunitaire, c'est ça le but, il faut le stimuler. Donc, il faut une deuxième stimulation pour avoir une deuxième courbe exponentielle. Donc, plus on a la courbe exponentielle, plus la durée de vie des anticorps est assez élevée. Oui. Alors, justement, pour revenir un peu au tout début de cette émission, on parlait des mesures qui accompagnent la réouverture partielle des frontières. Justement, on exige une PCR. Vous allez me dire que c'est pas propre à l'Algérie. On exige une PCR négative. On n'a pas parlé des personnes vaccinées. Est-ce qu'on ignore encore toujours l'étendue ou l'impact de la vaccination sur notre immunité ? Très bien. Donc, il faut savoir que le fait de se faire vacciner ne veut en aucun cas dire qu'on est immunisé. Donc il faut penser à se faire... Pourquoi on se fait vacciner ? Il faut penser à se faire diagnostiquer. Il faut voir est-ce qu'on a réellement développé des anticorps. C'est pas automatique, je suis désolé. D'accord. Tout le monde ne réagit pas de la même manière à un vaccin. Bien sûr, parce qu'on a ce qu'on appelle l'immunité cellulaire, il y a l'immunité humorale. Donc il y a des gens qui se font vacciner, le corps s'est défendu sans développer des anticorps. C'est le cas par exemple des joueurs professionnels. Ronaldo, il a été covidé 2 fois. Il y a un joueur professionnel italien qui a été covidé 5 fois. 5 fois, ça ne veut pas dire son corps est faible, non, c'est son corps qui n'a pas développé. Donc il s'est défendu par une immunité cellulaire. Donc il a carrément utilisé le complément, c'est-à-dire qu'il a détruit le virus sans qu'il y ait production d'anticorps. Mais après, il y a ce qu'on appelle des virus qui restent cachés
à l'intérieur des cellules pulmonaires et intestinales. Et là, le fait de se cacher, c'est normal. C'est une stratégie de tout agent pathogène de trouver une astuce, comment rester à l'état de latence. C'est-à-dire il ne se réplique pas. Oui. Il reste caché. Et lorsque le corps humain a fait une autre infection, par exemple la grippe, une angine, une autre maladie, un choc émotionnel, donc là, ça baisse le système immunitaire. Donc il y a des petits signaux qui rentrent à l'intérieur de la cellule qui va lui donner le feu vert à ce virus de se répliquer. Donc qu'est-ce qu'il va faire ce virus? Il va se répliquer, se multiplier, va exploser les cellules, donc il va détruire un peu les cellules pulmonaires et bien sûr relibérer les virus au niveau de notre système respiratoire et faire ce qu'on appelle récidive, ce qui s'est passé par rapport à ces joueurs professionnels. Donc même si on se fait vacciner, il faut faire attention et observer toujours les mesures barrières. Exactement. Alors la situation est stable, hein, vous le disiez tout à l'heure en répondant à ma question, justement la situation est stable aujourd'hui en Algérie, mais il y a, ces 2 derniers jours, on a remarqué une légère baisse dans le nombre d'infections. Est-ce qu'on peut incriminer aujourd'hui le relâchement ou alors ça fait partie d'une courbe normale d'une pandémie? Est-ce qu'on est finalement à l'abri d'une 3e vague? J'espère que non. Personnellement, j'espère que non. Et je pense que non. Pourquoi? Tout simplement, comme je l'ai dit, si on garde les mesures, c'est vrai, c'est draconien, c'est difficile, etc. Mais il faut aussi que la diaspora algérienne, il faut qu'elle pense aussi que c'est bien pour eux et pour leur famille. C'est le fait de se faire vacciner, le fait de rentrer avec un PCR négatif, ça ne vous protège jamais contre le Covid. Il ne faut jamais se dire que j'ai tué le virus à l'intérieur. Je l'ai expliqué, je réexplique une deuxième fois, le virus peut se contenir à l'intérieur de vos cellules à l'état inerte, c'est-à-dire il ne se réplique pas. Et quand vous baissez votre système immunitaire... on est porteur sain. Exactement, on est tout le temps porteur de ces virus. Donc, tant qu'on est en bonne santé, le virus reste caché. Mais dès qu'on commence à s'affaiblir, le système immunitaire commence à s'affaiblir, là, ça peut redémarrer, se redéclencher. Donc, on a peur de ça surtout. C'est la raison pour laquelle, donc, les 5 jours, c'est vrai, c'est dur, c'est vrai, mais c'est pour votre famille, c'est pas pour vous. C'est pas pour vous, c'est pas une sanction. D'accord, il faut qu'ils pensent de ce côté-là, il ne faut pas qu'ils pensent du côté, c'est vrai, c'est coûteux. Bon, peut-être l'État algérien a choisi des hôtels les moins coûteux, donc avec des conditions un peu. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais je pense qu'il y a des conditions quand même de vie au niveau de l'hôtel assez aisées. Mais c'est pour eux, c'est pour votre famille. Et effectivement, je suis tout à fait d'accord. Parce que plus on sécurise, plus on empêche l'introduction du variant. Parce que si par malheur, un nouveau variant virulent qui rentre en Algérie, la 3e vague est inévitable. Et les médecins au niveau des hôpitaux sont fatigués. Je ne pense pas qu'ils vont résister comme ils ont résisté l'an dernier. Oui, merci beaucoup, professeur Bitam, pour toutes ces explications. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Je vous donne rendez-vous très prochainement, la semaine prochaine. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Bonne soirée sur Canal Algérie. Au revoir.